Donc on va commencer sans les images et on va essayer de se débrouiller. Que je reprenne mes esprits parce que c'est un peu compliqué. Alors je vais vous dire, on m'a un peu piégé avec le titre de la table ronde là, et on a essayé de faire un programme en fonction de ça parce que le biomimétisme c'est quelque chose de très précis quand même, et on va élargir ça à l'idée au départ du corps de la cité, puisque c'est le sujet cette année, le corps, ou la cité comme corps, et puis comment on va végétaliser ce corps, puisque c'est une grande question, et on ira avec deux spécialistes qu'on a ici jusqu'à la question de l'agriculture dans la ville. Je vous propose de vous présenter en fait pendant que j'essaie de terminer, comme ça va m'aider. Si vous pouvez chacun vous présenter, ce sera très bien. Merci. Alors, bonjour à tous et toutes. Du coup, moi je m'appelle Baptiste Gras, donc je travaille à l'INRA et à AgroParisTech. L'INRA, c'est l'Institut National de Recherche Agronomique. Et j'ai fini l'année dernière une thèse sur les potagers sur les toits, où je m'occupais d'une expérimentation sur ce sujet. Et maintenant, je travaille donc comme Agnès d'ailleurs sur la thématique donc, générale de l'agriculture urbaine, où je co-coordonne un projet de recherche où on s'intéresse à des fermes qui s'implantent en ville. Et d'ailleurs, un des sites qu'on suit est sur Nantes. Voilà. Bonjour, Agnès Lelièvre. Donc moi je suis enseignant-chercheur en agronomie dans l'école AgroParisTech, et donc j'effectue ma recherche à l'INRA, dans la même équipe que Baptiste. Et donc je travaille en agriculture urbaine aussi, principalement à regarder comment fonctionnent les fermes urbaines et comment est-ce qu'on peut définir, évaluer leur durabilité, est-ce qu'elles sont durables. Et donc, voilà, tout simplement, après une vie passée sur les grandes cultures, aujourd'hui je me retrouve en ville. Bonjour, I'm Kish Johnson. I'm a writer mostly of fantasy, so I'm the odd man out here. I have written some about cities. I researched extensively a novel that I worked for 7 years and ended up not finishing, trying to build a 17th century city, a utopian anarchy, which turns out to be hard to do. Thank you. Alors en 1900, il y avait 14% de l'humanité qui vivait dans des villes. On pense qu'en 2050, ce sera 70%. Et on voit à quel point l'humanité est en train de s'urbaniser dans tous les sens du terme. La science-fiction, elle a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. La question de la ville, que ce soit dans la ville planète à la Trantor, que ce soit les villes oppressives ou parfois, heureusement, les villes joyeuses de demain. Mais cette conférence, elle parle des jardins de Babylone. C'est amusant, c'est pas de la science-fiction, on est carrément dans le passé. Et on est sur un fantasme qui nourrit pourtant tout l'imaginaire depuis. Alors c'est une des 7 merveilles du monde antique. On pense que c'est le fait qu'il y ait des terrasses avec des jardins partout, mais en fait non. C'est une grande structure qui est plus un parc en fait, étagé, et qui émerveillait tous les visiteurs. Est-ce que pour vous, ce mythe du jardin de Babylone résonne dans votre travail et puis dans votre œuvre? Alors, je ne sais pas si le jardin de Babylone résonne, c'est plutôt, enfin, j'ai l'impression, plutôt quand on regarde ceux qui aujourd'hui décident de s'installer, on peut être dans l'agriculture, mais même on dirait sur les espaces verts, c'est plutôt un retour, c'est plus proche, on est plus sur un retour à la campagne, sur une espèce de mythe du paysan. Enfin, je ne suis pas très littéraire, enfin bon, voilà. Mais on est plutôt sur je suis plutôt sur alors c'était Voltaire, ça, donc avec son Candide. Et donc on est plutôt sur cette époque-là où on retourne sur on s'imagine déjà que tout ce qui est naturel est bien, est bon. Et donc je pense que c'est plutôt ça en fait comme retour. Le fait de quitter finalement un métier urbain enfermé pour se retrouver dehors, en contact avec la nature, et y retrouver finalement un bien-être et une naturalité qu'on a perdue. Pour moi, la manière dont ça résonne, c'est qu'en fait, ça me renvoie à une question qui était la question d'intérêt pour moi de base pour venir sur ce sujet du
vivant dans la ville et du coup de la végétalisation de la ville. C'est vraiment la question pour moi de comment est-ce qu'on rend la ville perméable au vivant. Et du coup, pour moi, ce mythe pose vraiment cette question de on aimerait une cité idéale qui est verte absolument partout avec du végétal partout. Et la manière dont ça résonne pour moi, c'est de me dire comment concrètement est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce qui va permettre ça et dans quelle mesure on peut réellement faire ça avec une ville qui reste vivable, qui reste avec des usages et des fonctions qui sont multiples. I think that if we go back far enough, cities had plants all over them just because you couldn't keep plants out. For a long time, as cities grew, and I'm thinking specifically of London, which I've done a fair amount of research on, the green spaces were very, very mannered, very controlled. They were grass, they were alleys of trees, carefully selected. But the idea of public green space was scarce. We moved towards cities becoming grayer and more concrete, and we moved towards cities becoming bigger and people becoming isolated from the natural world and from the source of their food. And at some point we started to make the decision that green spaces were necessary again. And at first they were aesthetic. When you look at the plans for Washington, D.C., the green spaces were not about food or reminding us of nature. But by the 19th century, as we move into romanticizing nature, cities start romanticizing nature as well, and parks start to look like wild. And yet the city gets bigger. The wild is farther and farther away. So now we are at a place where we recognize the importance of both what I might call civilized green spaces, malls and flat lawns, and wild green spaces within a city. But meanwhile, the city is so large that we can't get to nature on our feet. And sometimes we can't get to nature in a car. I have no observation, that's just info. Pour information, à Paris, le premier square, il ouvre en 1836. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a pas d'espace vert dans Paris. Alors, il y a eu un moment, les cimetières qui étaient un peu verdis, on trouve quelques espaces verts parce qu'il y a des abbayes qui ont un bout de jardin qui arrivent à préserver, mais l'espace public vert, tel qu'on l'entend, c'est 1836. C'est quelque part même la Révolution. Avant, il y a des espaces verts, et c'est les jardins du roi, ou de sa mère, donc le Luxembourg, les Tuileries, enfin les jardins du Louvre actuellement. Donc il faut réaliser que on est bien en effet dans du jardin, c'est-à-dire dans de l'agrément qui parfois est ouvert au public ou pas, mais on a l'impression, alors là je vais vous poser la question, que l'agriculture a été chassée de la ville en fait. C'est-à-dire à partir du moment où on met des murailles pour se défendre à la fin de l'Empire romain, on a l'impression que les paysans n'ont plus le droit d'entrer dans la ville autrement qu'avec la nourriture à consommer. Vous avez l'impression à quel moment on envisage de les ramener? Non mais c'est-à-dire que pour moi c'est un petit peu moins dichotomique que ça, mais je pense qu'il faut déjà pas oublier que sur une perspective historique, comme la plupart des villes avaient des ceintures maraîchères quand même qui était plutôt à l'extérieur de la ville, mais dont il y avait quand même une certaine perméabilité par rapport à la ville. Donc déjà je pense que l'opposition n'était pas complète. Après c'est sûr que nos villes se sont construites et continuent malheureusement à se construire majoritairement sur des espaces qui sont des espaces de production agricole, et donc la ville a dévoré petit à petit ses ceintures maraîchères. C'est ce qui se passe à Paris dans énormément de villes. Mais donc de fait au nombre de moments, l'agriculture s'est quand même retrouvée dans les interstitiaux urbains, mais l'histoire et la manière dont on urbanise fait qu'au fur et à mesure on chasse, et donc on repousse de plus en plus loin cette limite. Et à l'heure actuelle, on n'a toujours pas, c'est à l'heure actuelle des objectifs d'ailleurs au niveau étatique, mais on n'a pour l'instant pas refait la bascule d'arrêter d'artificialiser des terres et d'arrêter d'en grignoter. Mais de fait, l'agriculture faisait quand même pour partie de franges de la ville plutôt externe, mais malgré tout était dans certains interstitiaux urbains du fait de ce grignotage progressif. Mais elle était exclue des sphères du pouvoir, parce que les bourgeois, il y avait les rôtisseurs, les marchands
marchands de vin, mais il n'y avait pas il n'y avait pas les agriculteurs, ils n'étaient jamais représentés dans la ville, on a l'impression. Alors, il ne faut quand même pas non plus oublier que les marais, enfin le terme des marais, le maraîchage, ça vient justement des marais de Paris. Donc il y avait des maraîchers dans Paris jusqu'au 19e siècle. Ils produisaient dans Paris. Vous avez vu qu'il y avait une production extrêmement efficace. Bon, ils profitaient effectivement aussi du fumier de cheval, hein, soyons honnêtes, hein, avec tous les chevaux qui passaient. Il y avait de quoi chauffer et de quoi fertiliser un peu tout ça. Et donc on avait du maraîchage dans Paris, au cœur de Paris. Jusqu'à ce qu'il soit chassé, effectivement. Alors là, il y a un spécialiste, Jean-Michel Roy, qui est spécialisé sur cette question de l'histoire, justement, de comment le maraîchage s'est retrouvé sorti de la ville à cette époque-là. Et quels étaient les échanges qui se passaient entre l'intra-urbain et puis les périurbains, où la majorité de maraîchage se faisait, comme dit Baptiste. Mais il faut peut-être pas oublier, justement, s'il y a une ville qui s'est faite, c'est qu'il y avait de quoi nourrir des gens. Donc c'est pour ça que les villes sont sur les meilleures terres, entre guillemets, là où on pouvait produire à manger, les gens se sont installés, il y avait de quoi nourrir une population croissante, et au fur et à mesure que la population croissait, la ville grossit, parce que finalement, on gagne plus d'argent à construire une maison qu'à faire pousser 3 blés, quoi.